Salut mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Big Zero qui vous parle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de profondeur de champ sur les caméras. Profondeur de champ, c'est un aspect technique des caméras, notamment des caméras réelles, c'est-à-dire dans la réalité, quand vous utilisez un appareil photo, une caméra en vrai avec un objectif, il y a un aspect technique de la prise de vue où on fait rentrer ce qui est visible, c'est-à-dire la lumière, par l'objectif et on envoie cette lumière de l'objectif vers la pellicule. À l'époque, quand on faisait du film, quand je parle de film, je parle de la pellicule qu'il fallait développer, argentique ou autre. Aujourd'hui, en image de synthèse, on n'a pas, j'ai envie de dire, on n'a pas ce problème-là, mais on essaye de le reproduire parce que dans la profondeur de champ que l'on voit ici, vous voyez, là je filme, donc ce sont des caméras, des vieilles caméras japonaises qui sont alignées et je fais une prise de vue et il y en a une qui est nette, donc elle est sur le point de focale de la prise de vue. Celles qui sont plus loin sont de plus en plus floues, celle qui est plus près est plus floue aussi. Et c'est un effet mécanique qui est lié aux lentilles qu'on utilise dans les objectifs des caméras. En image de synthèse, si vous voulez, quelque part, ça n'existe pas. En image de synthèse, normalement, on a ça, point. On a l'image complète. C'est-à-dire que les objets soient loin ou près, ils sont dans les pixels que l'on filme avec notre caméra virtuelle, mais on n'est pas censé avoir ça. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'organique et quelque chose d'esthétique dans le fait de faire des prises de vue avec toutes les contraintes mécaniques des lentilles dans les objectifs des caméras, et que parfois ça menait à ces effets, on va appeler ça un effet, de profondeur de champ, qu'on appelle en japonais blur, non, en japonais, non, en anglais blur, flou. En japonais, ça vient de bokeh, B-O-K-E, bokeh, bokeh. Et on pousse un petit peu le détail pour avoir des effets qui soient très, j'allais dire qu'ils soient très jolis, mais tout dépend de la mentalité artistique, du contexte artistique. Je veux dire, aujourd'hui, on ne fait plus beaucoup de musique symphonique, pourtant ça reste très beau. À l'époque de la musique symphonique, ils ne faisaient pas du hard rock. Aujourd'hui, il y en a qui trouvent le hard rock très beau. Donc, le principe est pas de savoir si c'est joli ou pas, mais si vous pensez en tant qu'artiste qui fait du motion design que vos images peuvent être enrichies par ça, enrichies à travers la sensibilité que ça peut provoquer, la confusion un petit peu que ça provoque quand on voit ces images, on a tendance à se concentrer sur les parties nettes d'abord, et puis à regarder les parties floues ensuite. Ça peut être une façon de créer une œuvre, une image, et de provoquer chez la personne qui va voir l'image, provoquer une façon de lire l'image, en commençant par les parties nettes, et puis la personne va essayer de reconnaître ce qu'elle voit, et ensuite elle va essayer de voir le reste. Donc c'est très utilisé quand on fait par exemple des portraits. Vous prenez une personne en photo, en portrait. Si l'arrière-plan est flou, vous voyez bien la personne qui se détache de l'arrière-plan, et ça peut être joli, mais ça peut aussi être très joli et très agréable si l'arrière-plan est là de façon nette. Bon, peu importe. Le deal, c'est qu'aujourd'hui en image de synthèse, on s'évertue à reproduire cette problématique apportée par les lentilles des caméras à travers les caméras virtuelles qu'on utilise pour fabriquer nos images de synthèse. Alors après, sur cet exemple, à vous de voir si vous trouvez que cette image, où toutes les caméras, donc Yashica 44, 44, sont toutes nettes, ou si vous préférez ça, ou si moi je préfère avoir une vision qui est celle-là,
pour donner, je sais pas, une espèce de proximité ou quoi, parce que c'est ça. Alors, c'est pas simplement optique, mais c'est surtout optique d'un point de vue des optiques des appareils photo. Attendez, je vais en prendre un. Voilà. Donc, vous avez l'image qui... Attendez, je vais faire comme ça. Vous avez l'image qui se trouve là. La lumière va rentrer. Donc, un point de lumière va rentrer ici, dans l'optique. Tout. Il y a plein de lentilles qui font plein de choses. Et puis, ça finit par arriver sur le capteur qui est tout petit, au fond. Et vous avez de la lumière qui arrive là en bas, qui rentre, hop, et ça finit par se retrouver sur le capteur en haut. C'est inversé. C'est pas grave. Et suivant les optiques que l'on utilise, suivant si on veut un champ assez fermé, c'est-à-dire enfin fermé ou large, un grand angle, voilà, ce qu'on appelle les grands angles, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain point, vous arrivez à mettre sur l'image de la caméra des choses qui se trouvent très à droite ou très à gauche, ou plutôt resserrées. On a une succession de lentilles qui vont permettre, justement, en réglant la focale, le zoom, etc., d'aligner ces lentilles d'une façon où la lumière va passer à travers les lentilles et se réfléchir et arriver vers le capteur qui va nous donner l'image. Et ces images qu'on fait avec des appareils photo, même si c'est des appareils photo numériques, il y a toute cette partie analogique qui sont les lentilles dans uniquement la partie de l'objectif, là, la façon dont la lumière rentre, et elle est plus ou moins distordue avec des lentilles qui peuvent s'écarter quand on fait des zooms, se rapprocher, etc., pour donner des points de focale précis, et à tel endroit, l'image qui va être attrapée par le capteur ou imprégnée sur la pellicule, les points, les objets, enfin la lumière qui se trouve à telle distance va être nette, et celle qui est trop près ou trop loin va être plus ou moins, enfin près ou loin va être plus ou moins nette. Et c'était fait en japonais, on appelle ça le bokeh. Bokeh. Donc on utilise pratiquement le même mot en anglais et en français. B-O-H-E-K. Alors les Anglais disent plutôt beau, ils insistent un petit peu sur le haut, bokeh. Et en français, on aurait plutôt tendance à dire bouquet, le bouquet, bouquet. Comme un bouquet de fleurs, bouquet. Les effets de bokeh. Et quand on parle d'effets de bokeh, on parle précisément de ces effets-là, qui sont un petit peu étranges. C'est parce que la lumière n'est pas simplement floue, mais elle peut avoir des formes quand elle est distordue dans le flou. Ici on en voit un là, très très bien là. On a cette forme losange, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, enfin losange, non, hexagonale, excusez-moi. Là, voilà. Et un moteur d'image de synthèse, à la base, il sait pas faire ça, donc c'est des filtres, c'est des algorithmes de la caméra, de la prise de vue, qui vont ajouter ces effets-là à l'image de synthèse brute, on va dire. Ou durant le calcul de l'image de synthèse, le moteur de rendu va prendre compte de ces effets-là. Alors je me demande si je vous fais un topo sur ce que c'est que la profondeur de change, on va voir. Alors, oui, on va voir ça. Mais je voudrais vous parler d'un truc, c'est que, l'effet qu'on a sur cette image-là, c'est un effet qu'on obtient avec un appareil photo qui a des lentilles, et on va avoir donc des points de focale plus ou moins distants, ou des choses qui sont dans la scène que l'on est en train de prendre en photo ou de filmer, vont passer à travers la lentille et être imprégnés sur le capteur ou la pellicule, mais avec une certaine précision, parce que si les déviations d'angle de la lentille font que cette partie qui est très loin arrive à plusieurs endroits de la lentille, eh ben ça va pas arriver exactement au point de focal et ça va pas être net. On va le voir. Mais il y a un autre truc, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne fait jamais en photographie, ou très rarement,
Ah, je me suis trompé de bouton. Voilà. Bon, c'est que si vous regardez, si vous êtes dans une pièce ou peu importe où vous êtes, si vous regardez quelque chose, vous mettez votre doigt devant vos yeux. Si vous regardez quelque chose qui est plus loin, vous voyez votre doigt en double en fait, parce que vous avez deux yeux et il y a deux axes. Et les yeux se concentrent là-bas au loin, donc pour chacun des yeux, vous avez une image du doigt ici, une image du doigt là. Et donc vous avez un effet de double. Maintenant, si vous regardez votre doigt, tout ce qui est derrière apparaît en double et en flou, un petit peu en flou. Parce que notre œil, à cause de sa cornée, se comporte comme une lentille et il va focaliser, la cornée va se contracter ou se décontracter pour avoir une courbure, j'allais dire une courbature, une courbure qui va concentrer la lumière pour que vous voyez, pour que vous arriviez à voir ce que vous essayez de voir de façon nette. Le problème, c'est que si vous regardez votre doigt ici de façon nette, vous voyez le doigt, très bien, mais tout ce qui est derrière, c'est flou et c'est en double. Si vous mettez votre doigt et que vous regardez derrière, plus loin, à 5-6 mètres, votre doigt, il apparaît flou, un petit peu flou, et en double. Sur une caméra, on n'a pas cet effet de double, parce qu'on a un seul objectif. Par contre, on a l'effet de flou, qui est quelque chose de réel, que l'on arrive à comprendre, nous, cet effet de flou avec la distance, parce que ça nous arrive avec nos deux yeux. Par contre, jamais on reproduit le double dans une image fixe. Parce que les caméras n'ont qu'une seule lentille, enfin qu'un seul objectif, sauf quand on filme en ce qu'on appelle aujourd'hui 3D, mais moi je préfère dire relief. Ça permet d'expliquer qu'en fait il y a deux images, une image pour l'œil droit, une image pour l'œil gauche, et on a cette sensation de profondeur. Faisons un petit peu de théorie. Ici, on a une représentation. Alors, on a la caméra qui est comme ça. Donc, on filme ce qui se trouve à gauche. Ce qui se trouve à gauche, quelque source de lumière que ce soit, passe par, ici c'est résumé par une lentille, mais passe par les lentilles de la caméra, et ça va focaliser l'image sur un plan. Ce plan, c'est le capteur ou la pellicule, et maintenant, ici, ce carré nous permet de voir l'image capturée à plat. C'est-à-dire, c'est cette partie plane là qui reçoit l'image, mais on la regarde en la tournant de 90 degrés vers... alors attendez, je vais me mettre à l'image. Voilà. On regarde ce que vous voyez là, on le tourne. Voilà. Je vais y arriver. Ce trait là, vous le tournez et vous regardez la lumière qui arrive là. C'est ce carré noir. Quand un point se trouve à la bonne distance focale par rapport à la lentille, quand ce point de ce que la lentille, de ce que la caméra voit, arrive sur la lentille, puisque la lentille est courbe, que ce point de lumière arrive ici, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, il va être renvoyé à cause de la courbure de départ et la courbure de fin de la lentille. Alors, oui, des objectifs de caméra, il y a plusieurs lentilles qui peuvent avoir des distances, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais là, on se résume à, on va dire qu'on résume le système à une lentille. Donc cette lumière, si elle arrive ici en haut, elle est bien envoyée pile poil là au centre, puisqu'on est au centre de la lentille. Si elle arrive au milieu de la lentille, elle traverse tout droit. Si elle arrive à côté là, elle traverse avec un certain angle, elle revient avec un autre angle. Allez, je vais faire des traits. Si la lumière arrive là, elle va traverser et venir là. Si la lumière de ce point, hein, on va dire, hein, elle part et qu'elle passe là et qu'elle traverse là, elle arrive bien ici. Il faudrait que je déplace ce point là qui n'est pas à sa place. Ok, bon.
Mais vous voyez le truc. Si la distance, là-bas au bout, si la distance entre ce que je regarde, la lentille et le capteur de la caméra ont une certaine équivalence, ce qui est à une certaine distance va être net sur mon image. Et maintenant on a ce truc en plus qui est que, prenons ce point qui lui, alors je vais créer un layer, voilà, ce point lui, il est plus près de la caméra, mais il va être soumis aux mêmes angles de réfraction, de diffraction et de réfraction quand il rentre dans la lentille, qui est un corps, généralement c'est du verre relativement pur et poli de façon à ce que la lumière se disperse pas trop. Donc on essaye de faire ça au mieux. Et si ce point est plus près, c'est-à-dire que là j'avais un point à une certaine distance de la caméra, ce point-là, cet objet qui est plus près, sa lumière va arriver sur la lentille, que ce soit ici, 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 ici ou ici. Il va arriver et il va être dévié de la même façon. Mais ce point-là va être dévié ici, hop, hop, et arriver là. Ou, je vais essayer de sélectionner un autre objet, voilà, où il vient là, là, il traverse la lentille et il arrive là. Mais ce point qui est un point unique, puisqu'il est trop proche, quelque part, il a envie d'aller plus loin là. La focale, la section, l'endroit où ce point serait net, est un petit peu plus loin que la pellicule. La pellicule où le capteur de la caméra se trouve là. Donc ce point qui est plus près, à travers toute la lentille, va se retrouver étalé. Et ce qui va nous donner ce cercle un petit peu plus grand. Un point qui est plus près va s'étaler parce que à travers la lentille, il va arriver à plein d'endroits sur la pellicule. Et on va obtenir la même chose si notre point est plus loin, ici. Si on a un point qui est plus loin, il va partir et il va être réfléchi avec un angle qui est un petit peu accentué. Et on va avoir cet effet de croisement là. Et c'est ça qu'on appelle le bokeh en fait. C'est un blur. C'est un effet de flou qui fait que, vu que l'objet est loin mais qu'il est dévié par la lentille et que la lentille, soit le point est à la bonne distance et bing, ça tombe pile sur le capteur, soit le point est trop loin et il y a des rayons qui se croisent. Voilà. Et ils se croisent, mais vu que c'est pas un rayon en haut et un rayon en bas, c'est tous les rayons intermédiaires, c'est toutes les possibilités. Même les rayons qui partent de là et qui viennent là, ben ils ne sont pas capturés par la caméra. Il y a un autre truc qu'on appelle, c'est le diaphragme. On peut empêcher des rayons qui sont trop au bord d'être capturés par la pellicule en rajoutant un diaphragme ici qui va fermer, qui va empêcher la lumière qui dépasse ce diaphragme, qui sort, alors c'est circulaire en général, la lumière qui sort, elle ne va pas être capturée. Ça permet de limiter la quantité de lumière et de pas avoir trop de flou, on va dire. Ou d'en avoir beaucoup si on ouvre le diaphragme, enfin si on a une ouverture, voilà, qui est très élevée. Si on a une distance entre l'objet, enfin un ratio de distance entre l'objet que l'on filme, enfin qui apparaît dans une partie de l'image, notre lentille, la pellicule, etc., il se peut qu'il y ait des croisements qui se fassent à des endroits qui sont déplacés, qui sont pas forcément au centre, mais vous pouvez avoir un objet ici qui va envoyer sa lumière là. Et alors là je me suis trompé, mais qui va être envoyé là en bas. Et si vous avez un objet
qui est là, sa lumière peut rentrer par exemple ici, traverser comme ça, et se retrouver là. Et enfin bref, tout ce mélange fait que il y a des moments, il y a des endroits où les choses arrivent de façon nette sur le plan du capteur, de la caméra, et d'autres trucs où les images arrivent de façon... enfin, le même rayonnement de lumière, suivant s'il arrive à tel ou tel endroit de la lentille, va être renvoyé à tel ou tel endroit de la caméra, et ça peut être dispersé, ce qui crée cet effet de bokeh. Bokeh, ça veut dire blur. Ensuite, on attribue des caractéristiques à ce bokeh, blur, oui, excusez-moi, flou. On attribue des caractéristiques. Et suivant les objectifs, on a des caractéristiques qui peuvent être plus ou moins esthétiques, jolies, intéressantes. Et on va se mettre à parler de... Mais là, c'est tout à fait subjectif. On va se permettre... on va commencer à parler de la qualité du bokeh, la qualité du flou, du blur. Attendez que je retrouve le nom. Oh oui, non, c'est bon. C'est Bokeh Aji en japonais. On pourrait le traduire littéralement par la qualité du blur, mais je préfère ne pas utiliser le mot qualité, mais les propriétés. Les propriétés du flou que l'on obtient après que la lumière soit passée à travers les lentilles de la caméra. Donc c'est le Bokeh Aji. Et ce Bokeh Aji, on essaye de... dans les algorithmes, enfin dans les logiciels de 3D, on essaye d'avoir des paramètres qui nous permettent de dire comment se comportent les lentilles et quel est le résultat. Et on peut avoir, comme vous avez ici sur cette image, pardon, j'ai un truc derrière, un Bokeh Aji, donc une qualité de flou, enfin des paramètres, des propriétés, voilà, excusez-moi, des propriétés de flou qui sont spéciales, puisqu'ici on voit apparaître des losanges, enfin des hexagones, excusez-moi, comme ici. Et ça vient de un autre truc dans la caméra qui est l'ouverture, qui peut être souvent, qui souvent est hexagonale ou pentagonale ou octogonale, etc. Et ça permet d'obtenir tous ces effets-là. Voilà. Donc là, on vient de parler de la profondeur de champ, le fait que quand une caméra... alors oui, ça aussi c'est important. Il faut se rendre compte aussi que plus on est... en fait, on a un ratio entre un élément qui se trouve à une certaine distance de l'objectif et l'objectif qui se trouve à une certaine distance de l'image qui va être imprégnée ou captée par un capteur. Et on a un ratio. Ici, par exemple, je sais pas, ici on a 1, ici on a 3 là à gauche. Et plus ce ratio est élevé ou petit, plus on aura d'effets de bokeh plus ou moins intenses. Et plus ou moins intenses, non seulement plus ou moins intense en règle générale, mais plus ou moins intense par rapport au centre de l'image ou par rapport au bord. Ça, c'est encore autre chose. Donc, les logiciels d'image de synthèse, eux, ce qu'ils savent faire en priorité, c'est ça. C'est des images nettes. Et après, on peut leur demander, à travers des algorithmes, leur dire, écoute, tu sais quoi, si ce pixel-là, il est à telle distance, il va provoquer un flou, un bokeh, une dispersion. Une dispersion circulaire ou hexagonale ou autre, tout ça est paramétrable. Et c'est là où ça devient génial, c'est qu'on va vraiment pouvoir paramétrer tout ça, le nombre d'angles, la dispersion, le fait que ce soit plus ou moins clair à l'intérieur ou pas.
Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ratio entre, enfin, ce qui est important de comprendre, c'est que ce ratio, par exemple ici, j'ai 3 à gauche et j'ai 1 à droite. Entre la lentille et la pellicule, j'ai 1, et entre la lentille et l'objectif, j'ai 3. Plus la distance ici à gauche est grande, plus il faudra que j'ai une distance qui est grande à droite entre la lentille et la pellicule pour que ce soit net. Donc c'est un ratio et ça fonctionne ensemble. Il y a un autre truc qui rentre en compte, c'est l'ouverture, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Peu importe. Mais voilà la raison pour laquelle quand on prend des photos, certaines photos ont des endroits qui sont nets et d'autres endroits qui sont flous. Et cet effet de distance de l'endroit qui est plus ou moins net, on a l'impression ici que tout cet appareil photo qui se trouve là, il est net. Mais en fait non, il y a une partie très précise qui est super nette et ça devient de moins en moins net. Si on regarde le bord là, ou ce bord là, qui sont un petit peu plus éloignés, ils sont flous. Donc il y a un endroit très précis qui est net, et en revenant près de la caméra qui filme la scène, ça va être de moins en moins net, ou de plus en plus flou. Et plus on filme quelque chose de près, avec un capteur plus ou moins grand, avec des lentilles plus ou moins grandes, plus on filme quelque chose de près, plus on a cette amplification de cet effet de profondeur de champ, de cet effet de flou. Et souvent, cet effet de flou nous sert à montrer que les choses sont petites ou qu'elles sont filmées de près. Quand vous prenez en photo un paysage, tout a l'air net. Si vous prenez en photo un truc très très près, je sais pas, un doigt, vous verrez très vite des zones du doigt qui sont pas nettes, celles qui sont plus proches ou plus éloignées de l'objectif ou du capteur finalement sont moins nettes. Donc plus on est près et plus on a cet effet de flou. Alors plus on est près, plus on a cet effet de flou. Je vous dis ça parce que il y a un facteur qui va rentrer en compte qui est très important, c'est l'échelle de votre scène. Si là, mon appareil photo que j'ai là dans ma scène, celui que je suis en train de prendre en image, lui là, le Yashica 44, s'il faisait 2 mètres, eh ben il serait moins flou. Et les autres seraient moins flous. Mais là, lui, il ne fait que 20 cm de haut. Donc par rapport à ma caméra aussi, ça a une importance qui est énorme. Donc, quand on veut faire des effets de flou et tout, on peut le faire à n'importe quelle échelle, mais il vaut mieux travailler avec des échelles réalistes. Si vous filmez, je sais pas, si vous faites des images de synthèse avec je sais pas moi, des graines, ou une tomate qui est ouverte et vous voyez des graines, si vous prenez une photo de près, vous allez avoir beaucoup plus cet effet, normalement avec une caméra et des objectifs, avec des lentilles, vous allez avoir beaucoup plus cet effet de flou. Suivant les caméras, les objectifs que vous utilisez, suivant la distance à laquelle vous êtes, et vous pouvez vous éloigner et zoomer. Et vous aurez la même image, mais avec un petit peu moins de... Enfin, avec une précision plus facile à régler sur les parties que vous voulez voir apparaître nettes ou pas. Voilà. Donc on va dire que ça, c'était une introduction à la notion de profondeur de champ, en anglais depth of field, ou DOF, acronyme DOF, depth of field, profondeur de champ. Il y a toujours un endroit qui est net, et plus on s'éloigne de cet endroit, plus ça devient flou, plus on s'éloigne en profondeur, ou plus on s'éloigne vers la caméra, ça devient flou. On a une très très belle illustration ici. Et ces flous peuvent avoir des apparences différentes. C'est ce qu'on appelle le bokeh. Et ces apparences, on peut les contrôler, notamment sur Octane. Voilà. J'espère que... Ouais.
une demi-heure. J'espère que c'était pas très confus, pas trop confus, parce que ça relève de la mécanique de la propagation de la lumière à travers les corps, dans leur réfraction et leur diffraction, et c'est pas forcément toujours agréable. Enfin, agréable, c'est pas... Quand on est artiste, la partie technique peut ne pas nous intéresser. Mais si on veut faire des images avec un côté artistique, puisque pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, comme je vous le disais au préalable, il y a une époque où ce qu'on appelle aujourd'hui la musique classique était pas classique du tout. C'était de la musique contemporaine, voire en avance, en avant-garde. C'est devenu aujourd'hui classique parce que, enfin, c'est le nom qu'on lui a donné. Donc faire des effets de blur dans... Alors je vais essayer, voilà, dans les profondeurs. Aujourd'hui, on essaye d'imiter ce que font les lentilles des objectifs des caméras. C'est aujourd'hui un facteur artistique, mais peut-être que dans 50 ans, ce sera passé de mode et ridicule de faire ça. Je ne sais pas, on verra. Mais si vous faites des images et que vous pensez que ça apporte quelque chose de bien, faites-le, voilà. Allez, comme d'hab, vous j'aimez si vous j'aimez, vous j'aimez pas si vous j'aimez pas, et puis un petit commentaire, c'est toujours le bienvenu. Oui, et puis je remets un petit lien pour le don. Ça fait quelques jours que je vous explique, voilà, les licences des logiciels pour faire les tutos. Il faut que je les paye, donc si vous voulez me filer un petit coup de main, faire un petit don de 1 euro, 2 euros, 5 euros, c'est cool. Je vous mets le lien en description là en dessous. Voilà. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo où là on va voir comment on fait ça avec les caméras Octane. Quels sont peut-être pas tous les paramètres, mais les paramètres les plus importants pour avoir ce genre d'effet de bokeh Haji. Bonjour chez vous, ciao.